le Parlement européen suspend l'accord avec le Rwanda. Est-ce le début de la fin pour le régime de Kagame? Au même moment, à Strasbourg, les parlementaires européens ont finalement donné raison à Kinshasa. Ils ont voté à la quasi-unanimité la suspension immédiate d'un accord sur les matières premières signé en février 2024 avec le Rwanda. Laure de Matos, Véronique Pérez. 443 voix pour, 4 voix contre. La résolution dite sur l'escalade de la violence dans l'Est de la RDC est très largement adoptée ce jeudi par le Parlement européen. Autre prise de parole notable, celle du président burundais Evariste Ndayishimiye, qui a de nouveau interpellé les autorités de Kigali lors d'un déplacement mercredi à Bugabira, à la frontière avec le Rwanda. Le gouverneur a dit que nous avons un mauvais voisin. Il nous menace. Mais moi, je l'ai déjà mis en garde. On ne va pas se laisser faire. Préparez-vous et n'ayez pas peur. La décision historique du Parlement européen de suspendre son accord sur les matières premières avec le Rwanda provoque des vagues de choc dans la région des Grands Lacs. Avec une pression internationale croissante et une isolation régionale de plus en plus marquée, cela pourrait-il marquer la fin du règne de Kagame, qui dure depuis près de 3 décennies? Les députés demandent, entre autres, à l'Union européenne de suspendre immédiatement le protocole d'accord UE-Rwanda sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières jusqu'à ce que le Rwanda prouve qu'il a mis fin à son ingérence et qu'il a cessé d'exporter des minerais extraits des zones contrôlées par le M23. À l'époque de sa signature, il y a 1 an, le protocole en question avait été vivement critiqué par le président Félix Tshisekedi. Pour lui, l'accord encourageait, je cite, le pillage des ressources naturelles de la RDC. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé aux voleurs. Donc l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Le gouvernement congolais continue d'accuser aujourd'hui le Rwanda de vouloir faire main basse sur ses ressources minières dans l'Est et de soutenir le M23 pour cette raison. Cette prise de position du Parlement européen est une première victoire diplomatique, selon ce député national de la majorité présidentielle. La cause majeure de cette guerre, de cette agression du gouvernement rwandais, de Paul Kagame, ce sont nos minéraux. C'est l'Union européenne qui paye nos minéraux, sans aucune traçabilité. Et si aujourd'hui cet accord est annulé, nous savons que ça va atténuer, c'est déjà un pas de plus pour nous, au moment où nous sommes en train de nous battre au front. Autre prise de parole notable, celle du président burundais Evariste Ndayishimiye, qui a de nouveau interpellé les autorités de Kigali lors d'un déplacement mercredi à Bugabira, à la frontière avec le Rwanda. Le gouverneur a dit que nous avons un mauvais voisin. Il nous menace. Mais moi, je l'ai déjà mis en garde. On ne va pas se laisser faire. Préparez-vous et n'ayez pas peur. La RDC, de son côté, a fermé son espace aérien à tous les avions rwandais, une mesure qui touche tout particulièrement les activités de Rwandair, la compagnie aérienne nationale rwandaise. Et par ailleurs, l'UNICEF se dit horrifié par l'augmentation des viols d'enfants dans l'est de la RDC. Entre le 27 janvier et le 2 février, les partenaires de l'agence onusienne sur le terrain ont enregistré une multiplication par 5 du nombre de cas de viols traités dans 42 centres de santé, dont 30% étaient des enfants. Dans un retournement dramatique des événements, jeudi 13 février 2025, le Parlement européen a voté massivement en faveur de la suspension d'un accord avec le Rwanda. Ce geste marque un tournant majeur dans la géopolitique de la région. L'accord, signé en février 2024, visait à établir un cadre pour des chaînes d'approvisionnement durables en matières premières entre l'Union européenne et le Rwanda. Cependant, cette décision, dans un contexte de tensions croissantes entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, RDC,
a déclenché une vague de répercussions diplomatiques. C'est une décision qui pourrait signaler le début de la fin pour la direction de longue date du président rwandais Paul Kagame. Un coup diplomatique pour le régime de Kagame. Beaucoup considèrent la décision du Parlement européen de suspendre l'accord sur les matières premières avec le Rwanda comme une victoire décisive pour le gouvernement congolais. Avec un vote de 443 pour et seulement 63 contre, les législateurs européens ont envoyé un message clair à Kigali. Cette résolution, intitulée « Sur l'escalade de la violence dans l'est de la RDC », appelle également le Rwanda à prouver qu'il a cessé son soutien présumé aux rebelles du M23, une milice accusée de déstabiliser l'est de la RDC en prenant le contrôle de territoires riches en minerais. Le Rwanda est sous intense surveillance depuis plus d'1 an, son implication dans le conflit de l'est de la RDC étant un sujet de discorde. Le gouvernement congolais, dirigé par le président Félix Tshisekedi, a accusé à plusieurs reprises le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 dans leur tentative de prendre le contrôle des riches ressources minières de la région. Le président Tshisekedi a précédemment déclaré que l'accord entre le Rwanda et l'UE encourageait le pillage des ressources naturelles de la RDC. Ces mots, forts et directs, étaient destinés à l'Europe, avertissant que, en achetant des produits provenant de ces régions, les pays européens étaient complices du vol des richesses du Congo. Ainsi, cette décision du Parlement européen représente un coup diplomatique majeur pour le gouvernement de Kagame. Avec la suspension de l'accord, l'UE a directement mis en cause les intérêts économiques du Rwanda et, par extension, sa position géopolitique. Pour Kagame, cela pourrait être perçu comme les premiers signes d'une isolation internationale après des années de liens diplomatiques intenses avec les puissances occidentales. Les racines de ce conflit remontent à l'histoire complexe de la région des Grands Lacs, notamment le génocide rwandais de 1994. Les actions militaires et politiques ultérieures du Rwanda, y compris son implication en RDC, ont tendu les relations avec ses voisins. La RDC, riche en minerais tels que le coltan, l'étain et l'or, a longtemps été une cible pour divers acteurs cherchant à contrôler ses ressources précieuses. Le Rwanda, sous la direction de Kagame, a été accusé non seulement d'exploiter ses ressources, mais aussi de jouer un rôle actif dans la déstabilisation de la région, principalement par l'intermédiaire des rebelles du M23. Le M23, composé de rebelles Tutsis, est apparu comme une force dans l'est de la RDC en 2012, mais sa résurgence en 2022 a ravivé les tensions. Les rapports ont constamment lié le Rwanda au groupe, avec des preuves suggérant que l'armée rwandaise a fourni un soutien logistique et matériel aux rebelles, bien que le Rwanda ait nié ces accusations. Malgré ces dénégations, les allégations du gouvernement congolais et la pression croissante des organismes internationaux, comme l'UE, ont peint un tableau inquiétant pour Kigali. Les actions de Kigali, notamment son soutien à des groupes comme le M23, ont créé un sérieux casse-tête diplomatique. Des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et maintenant l'Union européenne appellent à la responsabilité et à la transparence dans les relations du Rwanda avec la RDC. La résolution du Parlement européen, un triomphe diplomatique pour la RDC. La résolution adoptée par le Parlement européen est largement considérée comme un triomphe diplomatique pour la RDC. Les législateurs congolais, notamment ceux du camp du président Tshisekedi, ont célébré le vote comme une victoire pour leur pays. Un haut fonctionnaire congolais a déclaré que le vote était un pas vers la réduction de l'exploitation présumée des ressources de la RDC
par le Rwanda, ce qui alimente le conflit en cours dans l'est du pays. Ce sentiment a été repris par un membre du parti majoritaire au Parlement de la RDC qui a suggéré que la décision de l'UE affaiblirait l'influence du Rwanda dans la région. Il a ajouté que cette action représentait une étape critique pour mettre fin à ce qu'il a décrit comme la guerre économique du Rwanda contre la RDC, alimentée par l'extraction de minerais indétectables des provinces de l'Est contrôlées par les rebelles du M23. En annulant l'accord, l'UE a porté un coup important à la capacité du Rwanda de tirer profit de ses ressources contestées, un moment potentiellement transformateur pour l'avenir de la RDC. La suspension de l'accord indique que les législateurs européens adoptent désormais une approche plus prudente et critique envers le Rwanda. Étant donné que l'économie du Rwanda dépend fortement de l'exportation de matières premières, cette décision pourrait avoir des conséquences à long terme sur sa stabilité financière. Avec sa vaste influence économique, l'UE envoie un message puissant, selon lequel elle ne fermera plus les yeux sur la déstabilisation de la région pour des gains monétaires. L'isolement international croissant de Kagame. Pour le président Kagame, la position de l'UE signale une tendance préoccupante. L'isolement croissant de son régime sur la scène internationale. Autrefois salué comme un modèle de stabilité et de développement en Afrique, le gouvernement de Kagame fait maintenant face à un examen minutieux de son rôle dans le conflit en RDC. La présence militaire continue du Rwanda dans l'est de la RDC, ainsi que son soutien à des groupes armés comme le M23, a attiré la condamnation non seulement de la RDC, mais aussi de plusieurs acteurs internationaux. Cet isolement diplomatique survient à un moment où le régime de Kagame doit faire face à un mécontentement interne croissant. Le Rwanda a fait l'objet de nombreuses critiques en matière de droits de l'homme, y compris la répression de l'opposition politique et l'étouffement des voix dissidentes. Bien que le gouvernement de Kagame ait longtemps maintenu une prise ferme sur le pouvoir, ces pressions externes pourraient commencer à éroder la base de soutien qui a soutenu son règne pendant près de 3 décennies. La perspective burundaise, un point de rupture régionale. La situation est encore compliquée par l'implication du Burundi voisin, qui a également exprimé des préoccupations concernant les actions du Rwanda dans la région. Le président burundais, Evariste Ndayishimiye, a récemment adressé un avertissement ferme à Kigali, déclarant que le Burundi ne tolérerait aucune menace de son voisin. Les remarques de Ndayishimiye sont intervenues lors d'une visite à la région frontalière avec le Rwanda, où les tensions entre les deux pays sont élevées. La réponse du Burundi aux actions du Rwanda en RDC pourrait avoir des implications régionales significatives, avec des effets de débordement potentiels sur la plus large région des Grands Lacs. Les préoccupations du Burundi ne sont pas infondées. Le conflit en cours en RDC a entraîné un grand nombre de réfugiés fuyant vers les pays voisins, y compris le Burundi. À mesure que la situation en RDC se détériore, les États voisins, comme le Burundi, se retrouvent impliqués dans le conflit, soit par les flux de réfugiés, soit en étant pris dans les feux croisés des opérations militaires. Pour Kagame, la pression supplémentaire des puissances régionales comme le Burundi isole encore davantage son régime, affaiblissant sa capacité à exercer de l'influence sur ses voisins. Cette pression pourrait éventuellement entraîner des changements dans les alliances régionales, surtout que des pays comme l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya suivent de près l'évolution de la situation. La fermeture de l'espace aérien rwandais, un pas vers la confrontation, dans un geste qui souligne encore davantage la détérioration des relations entre le Rwanda et la RDC, le gouvernement congolais
a récemment fermé son espace aérien aux avions rwandais. Cette mesure, qui touche principalement Rwandair, la compagnie aérienne nationale du Rwanda, constitue une escalade significative dans le bras de fer diplomatique en cours. En fermant son espace aérien, la RDC inflige un coût substantiel à la connectivité du Rwanda dans la région, compliquant la logistique des voyages aériens pour les civils et les entreprises. La fermeture de l'espace aérien est également symbolique des tensions plus larges entre les deux nations. La RDC envoie le message qu'elle ne tolérera pas l'ingérence du Rwanda dans ses affaires intérieures et est prête à prendre des mesures audacieuses pour protéger sa souveraineté. À mesure que les tensions montent, il reste à voir comment Kagame répondra à ce dernier défi, mais la fermeture de l'espace aérien pourrait être un signe avant-coureur d'actions plus confrontationnelles à l'avenir. Un tournant pour Kagame? La décision du Parlement européen de suspendre l'accord avec le Rwanda marque un tournant important dans la géopolitique de la région. C'est une déclaration puissante selon laquelle les actions de Kagame en RDC ne sont plus ignorées et que le rôle du Rwanda dans le conflit est désormais sous un intense examen. Ce revers diplomatique, l'isolement régional croissant et les défis internes pourraient signaler le début de la fin du long règne de Kagame. À mesure que la pression internationale monte et que les dynamiques régionales évoluent, l'avenir de Kagame au pouvoir semble de plus en plus incertain. Les actions de l'Union européenne et la résistance croissante des pays voisins comme le Burundi suggèrent que les jours de domination incontestée du Rwanda dans la région des Grands Lacs pourraient être comptés. Avec le Rwanda maintenant confronté à une vague de revers diplomatiques, le monde observe de près pour voir si cela marque le début de la fin pour le régime de Kagame. En RDC, souvenez-vous, il y a 2 semaines, à Kinshasa, plusieurs ambassades occidentales étaient prises d'assaut par des manifestants en colère. L'ambassade de Belgique avait aussi été visée. Une équipe de nos confrères de la RTBF s'est rendue dans la capitale congolaise pour rencontrer certains de ces mécontents, parmi eux des jeunes proches du pouvoir. Benoît Fette et Emmanuel Talarico. Nous sommes dans la commune de Limete, le bastion historique de la famille du président Tshisekedi à Kinshasa. C'est ici que nous retrouvons Christian Loumou, le responsable des jeunes de l'UDPS, le parti du président. Il a accepté de nous présenter ses troupes. Ici, ce sont mes amis de la Force du Progrès. Cette base ici, c'est pour le Congolais et le Congo. Même après le président Tshisekedi, c'est lui qui viendra, il doit souscrire dans cette démarche. Le Congo est pour les Congolais. Viva, viva. Ces hommes affirment vouloir défendre le Congo face à l'agression rwandaise et se disent prêts à rejoindre l'armée à l'appel du président Tshisekedi. En tant que combattants, nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas rester insensibles à cet appel. Donc nous nous rassemblons pour soutenir nos soldats et défendre l'intégrité territoriale pour que l'ennemi ne passe pas. Mais ce discours patriotique s'accompagne aussi d'une sévère critique des pays occidentaux. Est-ce que la vie d'un Ukrainien vaut plus que la vie d'un Congolais? La Russie a commencé à se battre contre l'Ukraine et en quelques jours, la communauté internationale a pris des sanctions. Mais ici, ça fait des années. Il y a des millions de morts. La communauté internationale ne réagit pas. L'Union européenne, rien. Selon plusieurs sources, ces forces du progrès seraient en partie responsables des attaques qui ont visé plusieurs ambassades, dont celle de la Belgique, à Kinshasa il y a 2 semaines. Mais pour les responsables du mouvement, il ne s'agissait pas d'une attaque, mais plutôt d'un acte patriotique. Nous n'avions pas visé les ambassades. Nous voudrions juste émettre notre mécontentement face à cette hypocrisie dont nous sommes victimes. Il pousse encore le président Tshisekedi à aller négocier avec le criminel, le pilleur. C'est injuste. Il voulait que nous applaudissions les ambassades, etc.
Et puis dans l'est de la RDC, des déplacés affluent vers Bukavu alors que le M23 continue son avancée après s'être emparé de Calais et d'Ioussy. Justice à présent en Côte d'Ivoire. 2 proches de Laurent Gbagbo ont été condamnés à 10 ans de prison. Parmi eux, Damana Picasse, le 2e vice-président du parti, le PPACI. L'opposition dénonce un procès politique. Christelle Pire. Il est ressorti sans menottes de l'audience, car sans mandat de dépôt, mais Damana Picasse est bien condamné à 10 ans de prison. Le 2e vice-président du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, est notamment connu pour avoir en 2010 déchiré en direct les résultats de la commission électorale. Il vient d'être condamné pour, entre autres, atteinte à la défense nationale pour l'attaque contre un camp militaire à Abobo en 2021. L'assaut avait été repoussé et les 3 assaillants tués. Ses avocats dénoncent un procès politique. Ceux qu'on condamne ici sont des gens qui sont proches des fidèles lieutenants, je dirais, du président Laurent Gbagbo. Voilà, ceux qui ont toujours épousé sa cause et qui vont descendre dans l'arène et puis véhiculer son message politique. Et vous savez, les élections, c'est pour bientôt. Ce que réfute le procureur. Pour lui, Damana Picasse était le financier de cette attaque. Il a été dénoncé par un de ses co-accusés. Le procureur a fustigé des individus qui ont refusé la défaite électorale et qui voulaient renverser le régime en place. Nous n'avons pas poursuivi M. Damana Picasse en raison de sa qualité d'homme politique. Non. Damana Picasse a été poursuivi en raison des faits qui sont particulièrement graves, qui lui sont reprochés. Donc ce n'est pas sa qualité d'homme politique. En plus, est-ce que la qualité d'homme politique constitue une immunité? Non. Un autre proche de Laurent Gbagbo, Justin Kwa, secrétaire général adjoint du parti, vient lui aussi d'être condamné à 10 ans de prison pour entre autres attentats à l'intégrité du territoire, pour ses appels à des actions violentes lors du rejet de la candidature de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2020. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme se dit inquiet. L'OIDH fait de la lutte contre l'impunité son cheval de bataille. Les poursuites et les procès engagés en Côte d'Ivoire nous paraissent sélectifs. Or, nul n'est vraiment au-dessus de la loi. Ça présente le tableau de procès ou de poursuites politiquement orientées. Les avocats de Damana Picasse et Justin Kwa ont déjà annoncé vouloir faire appel. En Ouganda, l'opposant Kizza Besigye, qui a commencé lundi une grève de la faim après des mois de détention dans son pays suite à son enlèvement en novembre dernier au Kenya, est dans un état de santé critique selon l'un de ses avocats. Jadis médecin personnel du président ougandais Yoweri Museveni, Kizza Besigye, 68 ans, est dans le collimateur du gouvernement depuis son ralliement à l'opposition il y a 25 ans. Il s'est présenté 4 fois à la présidentielle sans succès. Il encourt la peine capitale pour trahison. Saviez-vous que les jeans Wrangler et Levi's sortent d'une chaîne de production au Kenya, et ce, depuis qu'une loi américaine vieille de 25 ans donne un accès en franchise de droit à des milliers de produits fabriqués sur le continent. L'accord doit expirer en septembre 2025, à moins que le président américain Donald Trump n'accepte de le prolonger, une décision qui met en péril des centaines de milliers d'emplois en Afrique. Florent Krebsek. L'histoire débute au mois de mai de l'an 2000. Bill Clinton est en fonction à la Maison-Blanche et signe l'AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités en Afrique. 4 ans plus tard, le président Bush signe sa reconduction. Ses successeurs font de même. Le développement de l'Afrique est une opportunité pour nous tous. L'idée de l'AGOA est de soutenir l'économie des pays africains en leur facilitant l'accès au marché américain. Ces pays entraient dans la mondialisation et les États-Unis bénéficiaient de nouvelles sources d'approvisionnement, notamment en pétrole. Entre les États-Unis et 39 pays africains, les échanges commerciaux ont atteint, grâce à cette sorte d'accord de libre-échange, 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, en 2025, toujours grâce à ce programme, des sites comme cet immense atelier au Kenya tournent à plein régime. On fabrique dans cette banlieue de Nairobi des jeans Wrangler et Levi's, des modèles vendus dans les supermarchés Walmart aux États-Unis. 8 millions de pièces partent d'ici chaque année. C'est ici que nous gagnons notre pain quotidien. Nos familles sont très heureuses. Nos enfants vont à l'école. La société dans son ensemble est très heureuse parce que le taux de criminalité a diminué, parce que la majorité des gens ont un emploi ici.
L'AGOA expirera en septembre, à moins que le président Trump n'accepte de le prolonger. Mais ici, on craint que le slogan « L'Amérique d'abord » mette fin à cet accord. 150 000 personnes dépendent directement ou indirectement de cette usine. Cela a stabilisé l'ensemble de la situation socio-économique de la région. Le patron est conscient des répercussions que pourrait entraîner la fin de l'AGOA, mais il passe en ce moment son temps à rassurer ses employés, ses fournisseurs, et il croit en une donnée, le bon sens du locataire de la Maison-Blanche. Vous ne pouvez pas produire en Amérique ce que nous produisons ici. Donc Trump doit trouver une alternative et je pense qu'il est intelligent de chercher une alternative en Afrique. La crise financière de 2008, la pandémie de Covid, la concurrence asiatique, cet immense atelier a survécu à tout. Il n'est pas sûr qu'il se remettrait de la fin éventuelle de l'AGOA. C'était il y a 5 ans, 9 Français d'origine malienne ont porté plainte contre Rayons de Soleil, qui a permis l'adoption de près de 350 enfants au Mali entre 1989 et 2001. Mais l'association aurait menti aux familles biologiques et adoptives pour faciliter l'adoption. Aujourd'hui, l'une des enfants, âgée de 32 ans, a retrouvé son père biologique. Anaïs Furtad, Véronique Pérez. L'attente est longue à l'aéroport de Bamako. Après plus de 25 ans, Amadou s'apprête à revoir sa fille biologique. Baptisée Fatoumata à sa naissance, elle se prénomme désormais Pauline. De Paris à Bamako, l'enfant du pays retrouve enfin les siens. Elle rencontre ses frères et sœurs pour la toute première fois. Ah mais là c'est un melting pot d'émotions, il y a trop de choses, l'excitation, là je relâche toute la pression là, parce que c'était très très long et j'attendais ce moment-là depuis des années, donc là c'est incroyable. Après une nuit à Bamako, Pauline retrouve le reste de sa famille. Bonjour. Ça va et vous? Une issue inespérée pour la jeune femme qui a toujours pensé avoir été abandonnée. Née en 1993, au Mali, elle est confiée à l'association Rayons de Soleil pour, selon sa famille, recevoir des soins en France. Elle n'a que 2 ans lorsqu'elle est séparée de son père biologique. Amadou affirme n'avoir reçu de ses nouvelles qu'une seule fois, 3 mois après son départ. Pauline devait pourtant revenir après avoir été soignée. Elle n'a pas été abandonnée. Elle est partie juste pour un soin en France. Oh, mais on a aujourd'hui plus de 30 ans, hein, depuis dans les années 95. 30 ans durant lesquels Pauline est proposée à l'adoption par l'association et définitivement accueillie par une famille française. Une adoptée, au parcours similaire, sonne l'alarme. Une adoptée du Mali qui est entrée en contact avec moi pour m'interpeller justement sur le fait que j'avais été adoptée par l'association Rayons de Soleil et que dans mon dossier, potentiellement, il pouvait y avoir des choses pas vraies et pas claires. Tout bascule en 2020. Pauline lance un avis de recherche sur les réseaux sociaux via un influenceur. Des proches de sa famille biologique la reconnaissent sur une photo et retrouvent sa trace. Aujourd'hui membre du collectif des adoptés français du Mali, la jeune femme a déposé plainte contre l'association Rayons de Soleil. Une plainte toujours en cours d'instruction. J'ai retrouvé mon histoire, j'ai ma famille autour de moi, mais il y a plein d'enfants adoptés en France qui n'ont pas retrouvé leur famille. Pour moi, c'est trop grave pour qu'il ne se passe rien en fait. En décembre 2022, le gouvernement français a interdit à Rayons de Soleil de proposer des enfants à l'adoption. Décision depuis annulée par le tribunal. De son côté, l'association réfute toute participation à un trafic d'enfants. Les déchets, un problème mondial qui touche aussi le continent. Nombre de pays africains reçoivent des produits d'occasion qui arrivent rapidement à expiration et créent un amas de déchets. Et c'est le cas au Togo, qui n'a pas non plus d'industrie pour recycler tous les produits les plus dangereux. Reportage de Caroline Chevet et Mathieu Abalo. On les aperçoit tous les jours dans la ville de Lomé. Des hommes poussant des brouettes pleines de ferraille ou plastique qu'ils collectent de maison en maison. On perd souvent aussi les canettes, les fers, les plastiques, tout produit de métaux. Un travail souvent éreintant, qui est pourtant à la base du recyclage de certains déchets au Togo. Les 2 jeunes collecteurs se dirigent chez Abel Achoglo. Son entreprise valorise les métaux, ferrailles et certains plastiques.
Abel achète toutes ces pièces à des particuliers ou à des entreprises pour en extraire les matériaux et pièces valorisables. Ces pièces maintenant sont revendues aux usines. Et les usines, après avoir transformé maintenant, eux, ils vendent un peu partout, sur le plan national et sur le plan international. Nous avons un moteur. Avec le moteur, si on recycle maintenant, sur le plan national, on produit le fer à béton, par exemple. Et l'aluminium, une partie est revendue maintenant à l'usine. Donc, après la transformation maintenant, eux, ils revendent ça à l'Europe, vers l'Europe. Mais tout n'est pas recyclable et certains déchets sont même très nocifs. On va skier les batteries dans les produits dangereux parce que ça contient de l'acide. On essaie de vider les batteries de l'acide et nous avons aussi une place bien réservée pour conserver l'acide. En tant que président du syndicat des ferrailleurs, Abel essaye de sensibiliser au mieux ses employés à certaines normes de sécurité ou aux produits dangereux. Mais cet environnement reste risqué pour la santé. Les recycleurs de ferraille et de plastique comme Abel sont de plus en plus nombreux au Togo. Mais le problème reste que seuls les matériaux qui ont une valeur sur le marché sont recyclés. Nous nous rendons sur une décharge, qui est plutôt ici un dépotoir sauvage, en plein milieu du quartier de Bé, à Lomé. Debbie Broom, du ministère de l'Environnement, déplore cette pollution. Les plastiques pullulent sur ce dépotoir sauvage. Or, les plastiques sont extrêmement dangereux. Une fois ils pénètrent donc le sol, ça asphyxie donc les micro-organismes du sol. Ces sachets ne sont pas biodégradables et pollueront ainsi le sol et les plantes pendant des années. Ici, nombre de déchets très nocifs sont jetés, car à part quelques initiatives pour certaines ordures dangereuses, le Togo n'a pas de centre de traitement ou de stockage définitif de tous les déchets toxiques. Là, on voit que c'est une pile. Il y a le plomb. Il y a les solvants qui sont aussi dangereux. Ce sont les batteries des portables, l'ampoule. Il y a des gaz toxiques que ça abrite. Même si certains centres médicaux et industries ont des incinérateurs, Debbie Broom retrouve ici des médicaments qui vont se décomposer sur le sol. Avec la putréfaction de certains produits, ça entraîne la pollution de la nappe phréatique parce qu'après une pluie, tout est drainé à l'intérieur. C'est cette eau que consomment pourtant de nombreux habitants de Lomé lorsque leurs logements sont rattachés à des puits ou des forages. Plusieurs personnes et même des enfants travaillent sur cette décharge. Ils ramassent les déchets, les trient pour les revendre, utilisant parfois des méthodes polluantes et dangereuses pour la santé. Ce feu sert par exemple à brûler des câbles électriques ou des pneus pour en extraire le cuivre ou le fer. Même si le Togo a encore du pain sur la planche et n'a pas de centre de traitement de tous les déchets les plus toxiques, il existe plusieurs centres d'enfouissement technique, comme celui-ci à Lomé, limitant ainsi le nombre de dépotoirs sauvages, expliquent les autorités. À Lomé, une ONG a pourtant pris à bras le corps depuis 2011 le combat contre les déchets dangereux. Kokou Chamsi, son directeur, nous montre comment travaille l'association. Bonjour. Nous recevons plusieurs types de déchets, tout ce qui est électrique et électronique, à savoir les ordinateurs, les onduleurs, les ampoules, les cartouches d'imprimantes en quantité, les câbles électriques, les batteries quelquefois. Direction la salle de traitement des déchets. Ici, les techniciens réparent ou bien démantèlent. Après le démantèlement, nous avons des partenaires en Europe. Donc nous faisons des conteneurs de ces déchets-là que nous convoyons vers ces partenaires et qui les recyclent. Quand nous on collecte les déchets et que nous devons les convoyer, nous payons le transport. Ensuite, si c'est des déchets hautement dangereux, c'est des déchets qui ont des valeurs négatives. Donc nous payons pour leur recyclage également. Malgré ces difficultés et l'absence de subvention de l'État, Kokou Chamsi ne cesse de continuer son combat pour ses enfants et pour la planète. Fin de la première partie de votre journal Afrique, place au MAG. La collection Continent Noir fête cette année ses 25 ans d'existence. Avec nous pour en parler, Christian Eboulé, bonsoir. Bonsoir Lydia. Journaliste à TV5 Monde. Christian, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la collection Continent Noir, quand et comment est-elle née ? Eh bien, Continent Noir est une collection des éditions Gallimard qui, depuis sa création, son lancement en 2000, permet aux littératures d'Afrique francophone subsaharienne d'exister, d'être distribuées, diffusées un petit peu partout dans le monde, que les auteurs soient issus d'ailleurs du continent ou de la diaspora. Et en 2000, au moment de son lancement, j'y étais à la Maison de l'Amérique latine. Eh bien, non, ça ne nous rajeunit pas. Eh bien, Lise Laure a reçu Jean-Noël Schifano, le directeur encore aujourd'hui de la collection. On l'écoute et puis on en parle tout de suite après.
Vous êtes à l'origine du lancement de cette nouvelle collection. Vous êtes considéré comme un spécialiste de la culture italienne. Alors comment avez-vous été amené à vous passionner pour la littérature africaine? D'abord, j'aime de l'Afrique depuis de nombreuses années. J'y suis allé récemment avec Antoine Gallimard pour faire des conférences, il y a exactement 1 an. Et puis, dans l'avion, nous nous sommes dit, tiens, il faudrait créer un grand fleuve d'écritures africaines qui partent de Paris, traversent l'Occident et se jettent en Afrique. Et parce qu'il y a beaucoup d'éditions, les grandes maisons d'édition saupoudrent un petit peu de littérature africaine, mais on n'a pas une vision totalisante et puissante de la littérature africaine, alors que j'ai appelé cette collection Continent Noir au pluriel, parce que c'est le continent noir et la diaspora. Et tout ça montre la puissance du fleuve africain. Alors, le choix que je fais dans ces auteurs que vous avez là, c'est un choix, disons, dans le fleuve, il y a des cailloux et des pépites, pour toutes les littératures. Et je choisis les pépites plutôt que les cailloux. Jeune et jolie Lise Lauretian, absolument. Et l'émission s'appelait Continent Noir à l'époque. Oui. Eh bien, des pépites, il y en a eu plusieurs dans cette collection. Ce sont des auteurs confirmés depuis. Il y a par exemple le Togolais Samy Tchak, les Mauriciennes Natacha Apana ou encore Ananda Devi. Et puis, on peut citer un petit dernier, Eugène Ebodé, le Camerounais. Mais la collection Continent Noir permet aussi de découvrir des auteurs et des trajectoires parfois oubliées. C'était le cas d'Amos Tutola avec L'Ivrogne dans la brousse. Ça a été diffusé au moment du lancement, en 2000. Et puis, un peu plus tard, quelques années, eh bien, la collection Continent Noir a diffusé les œuvres complètes de l'immense écrivain et poète congolais Tchikayao Tamsi. Et il se trouve, Christian, que cette collection a suscité beaucoup de polémiques à sa création. Elle est toujours décriée aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison, c'est que beaucoup ont considéré que c'était un petit peu un ghetto. Sans doute parce que le poids de l'histoire coloniale et puis le fait que Gallimard, c'est quand même la première maison d'édition française, qu'elle regroupe comme ça des auteurs issus de l'ancien empire colonial, eh bien, ça peut faire ghetto. Et puis, il y a sans doute aussi l'illégitimité, le procès en illégitimité contre Jean-Noël Schifano, qui est un spécialiste des littératures italiennes, et à l'époque, bon, ça plaisait pas beaucoup. Alors, on va écouter Jean-Noël Schifano qui parle de cette polémique au micro de nos confrères de RFI, Tirtankar Chanda et Ariane Poissonnier qui l'ont reçu. On l'écoute et puis on en parle tout de suite après. Au début, il y a eu l'inquiétude, de la jalousie aussi, parce que le monstre Gallimard se déplaçait pour piquer, disait-on, piquer nos auteurs dans les différentes maisons d'édition. En fin de compte, c'était déconsidérer leurs auteurs. Alors, finalement, si on est un peu lucide et pragmatique, cette polémique n'a pas lieu d'être parce que la collection Continent Noir permet quand même aux littératures francophones d'Afrique subsaharienne d'exister parce qu'il n'y a plus de maisons d'édition panafricaines d'importance ni de maisons de distribution. Voilà. Alors rapidement, Christian, est-ce que vous avez des coups de cœur à nous présenter? Oui, il y a notamment ce recueil de nouvelles de la Martiniquaise Gaëlle Octavia, L'étrangeté de Mathilde T. 16 nouvelles qui mettent en exergue l'étrangeté. Ensuite, il y a Profané Ananda du Togolais Samy Tchak et de la Française Annie Ferret. Les auteurs célèbrent la Mauricienne Ananda Devi. Et puis pour finir, Le fruit le plus rare de la Réunionnaise Gaëlle Bellem, qui nous raconte un peu l'histoire d'Edmond Albius, qui a découvert le procédé de pollinisation de la vanille alors qu'il avait 12 ans et qu'il était encore esclave. Waouh. Et vous vouliez saluer le lancement d'une nouvelle collection aux éditions Rive Neuve, oui, en 10 secondes. En 10 secondes. La collection Pépite Jaune, dirigée par Elgas. Géniale collection, on en parlera ici dans nos prochains journaux. Voilà, avec plaisir. Merci Christian Yeboulé. Fin de ce journal, demain retrouver Namouri Dosso. Quant à moi, je vous dis à lundi.